Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis à nouveau avec Philippe, merci de me recevoir. Toujours avec plaisir. C'est simplement pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. La première vidéo qu'on a fait ensemble, elle a fait là, à ce jour plus de 180 000 vues et il y a plus de 300 commentaires, donc bien sûr j'ai pas eu le temps de répondre à tout. Et là ce qu'on s'est dit avec Philippe, on avait bien envie de répondre parce qu'il y avait pas mal de questions notamment sur le fonctionnement pour avoir des précisions et puis sur le retour sur investissement. Donc on avait envie de faire une vidéo consacrée en réponse à ces questions et donc on a fait des regroupements des questions récurrentes. Donc on va aborder à la fois le thème économique, donc l'investissement de départ, le coût de 40 € par an, qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que ça comprend par exemple l'électroménager, l'éclairage? Est-ce que ça tient compte de l'augmentation du prix de l'électricité qui a eu lieu ces dernières années? On va parler de l'aspect écologique. Quelques personnes évoquaient des métaux rares et polluants dans l'installation. Et puis on va aborder l'aspect technique avec des précisions sur le fonctionnement. Donc Philippe a bien documenté son installation, il a fait des mesures, voilà, il y a plein de choses à vous montrer. Et puis aussi des questions comme la pertinence éventuellement de mettre un rideau l'été pour éviter la surchauffe, pourquoi pas un système auto-vidangeable. Voilà, est-ce qu'il y a une distance maxi à respecter entre les panneaux et la maison? Enfin voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti? C'est parti, allez. Oui, effectivement, après avoir fait cette première vidéo sur la chaleur solaire, et donc vous avoir expliqué finalement le principe physique, comment ça fonctionne, de façon générale, les performances, etc., le confort. On s'est rendu compte avec les très nombreuses questions, et merci de vos commentaires et de vos remerciements aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai manque dans la première vidéo, parce que le sujet est vaste, c'est qu'on n'était pas allé assez dans le détail technique, c'est-à-dire qu'on vous a quelque part donné envie d'avoir aussi, de tenter l'expérience de la chaleur solaire, mais on ne vous a pas dit comment y arriver finalement, techniquement, comment ça fonctionne, et puis comment est-ce que, avec quel budget aussi on peut faire ce chantier. Voilà, donc c'est ce à quoi on va s'atteler aujourd'hui. Alors on va repartir du fondamental, hein, avant de faire un chantier, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir. Donc la première des choses, c'est de décrire qu'est-ce que c'est qu'une installation de solaire thermique. Et bien la première chose, ce sont les capteurs. Alors les capteurs, ils peuvent avoir deux formes, soit c'est des capteurs plans, qui ressemblent un peu à des panneaux photovoltaïques, mais ce n'est pas des panneaux photovoltaïques, vous avez bien compris ça avec la première vidéo. Ce sont des panneaux qui captent la chaleur et qui ne font pas d'électricité, soyons bien clairs. Et puis, ils peuvent avoir une autre forme aussi, qui est la forme de tube sous vide. C'est une autre forme de capteur solaire qui est très performant parce que la forme ronde fait qu'ils sont moins dépendants de l'orientation du soleil. Et puis, donc, l'atmosphère sous vide fait que la performance aussi au niveau de la captation est très importante. Deuxième élément, c'est les ballons de stockage. Le ballon, quand il s'agit juste de faire un chauffe-eau solaire, c'est juste le ballon d'eau chaude sanitaire, mais dans le cas d'une installation qui fait à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire, vous avez soit un seul ballon qui va vous générer à la fois, donc qui va stocker à la fois l'eau chaude sanitaire et le chauffage, mais vous avez aussi, moi j'ai choisi d'avoir deux ballons. Pourquoi? Parce que dans un petit ballon, vous faites monter plus vite la température, bien évidemment, ça se comprend. 500 litres, c'est plus rapide à chauffer, ça monte plus vite en température que 2000 litres. Et donc ce petit ballon, il va servir à l'eau chaude sanitaire parce que pour le chauffage, on a besoin d'une chaleur à basse température. On va envoyer du 25 degrés dans le plancher chauffant, peut-être du 30-35 degrés dans les radiateurs. Mais pour se doucher, on préfère quand même avoir 38, quoi, c'est pas mal. Donc on a intérêt à avoir un petit ballon pour l'eau chaude sanitaire, qui va monter plus vite en température. Et puis quand la maison est chaude, quand le ballon sanitaire est suffisamment chaud, et bien le reste de chaleur va aller se stocker dans le gros ballon tampon, qui va servir de réserve pour la nuit, pour les jours sans soleil. C'est ce qu'on voit sur ce schéma tout à fait de principe, hein, que j'avais fait pour anticiper ma maison, ma construction.
Et puis, parlons maintenant des émetteurs. Comment est-ce que cette chaleur, on la diffuse dans la maison? Deux solutions. Alors, le top, quand on peut le faire, c'est le plancher chauffant. C'est un confort incomparable, avec une chaleur douce qui vient des pieds, qui est très homogène. Encore faut-il pouvoir le faire. En rénovation, c'est pas toujours possible, parce qu'il y a des problèmes de niveau. Et donc, il y a également des possibilités de radiateurs. Ça existe aussi, simplement comme c'est des radiateurs qui vont fonctionner à plus basse température qu'avec une traditionnelle chaudière au fioul, c'est des radiateurs qui vont être un peu plus larges pour avoir plus d'ailettes, plus de surface de diffusion de la chaleur basse température. Ça pourrait être des murs chauffants aussi éventuellement. Ça pourrait être des murs chauffants, bien sûr. Exactement. Des fois en rénovation, si on ne peut pas le faire au sol, Exactement. On peut le faire sur les murs. Tout à fait, oui, on voit l'architecte qui a de l'expérience. Moi, je vous parle que de ma maison. Tout à fait. Donc voilà, on a parlé de la composition donc, du système solaire. Et maintenant, le mieux, c'est de vous montrer le chantier pas à pas, tel qu'il a été réalisé par deux artisans, plombiers chauffagistes. Donc comme ça, on mettra des photos du chantier en superposition. Voilà, je les commande d'ailleurs, ces photos. Je les fais dérouler sur mon ordi et je vous les commande. Donc vous voyez sur cette photo de montage de l'armature finalement qui va supporter les panneaux solaires. Un panneau solaire, ça pèse une fois plein, ça pèse plein d'eau, hein, j'entends, ça pèse 35 kg. Donc ça peut s'installer aussi bien au sol que sur une façade, hein, sur une console accrochée à la façade ou en toiture bien évidemment. Mais je vous ai expliqué dans la précédente vidéo que la toiture en général elle n'est pas assez inclinée pour avoir un rendement optimal l'hiver. Parce que l'hiver on cherche à avoir un panneau qui est perpendiculaire au soleil bas de l'hiver. Donc l'inclinaison idéale c'est 60 degrés par rapport au sol. Et ces panneaux, c'est léger et ça a une grande surface, donc c'est une prise au vent. Donc ce qui est important, c'est le lest. Il ne faut pas les poser directement sur le gazon, on va dire. Donc, il faut qu'ils soient bien ancrés sur leur support. C'est ça. Alors, si vous êtes directement au sol, vous faites des poutres béton. Ici, sur le deuxième champ solaire, sur la terrasse, ce sont des tiges filetées qui ont été scellées dans la dalle en béton du rez-de-chaussée. Et j'en profite pour vous montrer sur cette image que finalement, les panneaux au sol, ça ne prend pas tant de place que ça. Vous avez en gros un bon mètre carré d'emprise au sol par panneau, dans la mesure où il est incliné, et ça ne prend pas une place énorme, et c'est ce qui va remplacer votre chaudière à la chaufferie. Donc à la limite, ça vous gagne de la place dans votre maison, dans votre chaufferie. Ensuite, deuxième étape du chantier, le stockage. Donc, vous voyez, les ballons tampons, il faut quand même anticiper de pouvoir les rentrer dans votre chantier. En rénovation, ça demande aussi de choisir les ballons qui vont passer par les portes. Oui, parce que ça ne passe pas par des portes classiques, là, le ballon de 2000 litres. C'est ça. Donc bon, il faut anticiper que ça va arriver sur une palette, un transpalette, on le couche, on le déplace et on le redresse. Parce que là, toi, du coup, tu as fermé ton local technique, oui. Tu as mis la dernière cloison du local technique après avoir mis le ballon. Tout à fait. C'était en construction neuve, c'était plus facile. Mais néanmoins, j'ai conçu cette cloison justement en bois, de manière à être démontable. Juste, on va dévisser. Oui, si jamais il faut changer le ballon un jour. Donc j'ai anticipé et j'ai fait une ossature qui fait qu'il suffira de dévisser les panneaux pour pouvoir ressortir le ballon et le remplacer le cas échéant. Et puis là, on se trouve dans le garage, donc après, on peut sortir par le portail. C'est ça, tout à fait. De plein pied. Bon, mais il y a toutes sortes tout type de ballons. Pensez bien sûr à prendre un ballon isolé pour garder précieusement la chaleur. C'est bien des organes de stockage. Et là, tes ballons, ils sont situés dans la partie non chauffée de la maison. C'est ça. On est en dessous de la maison. Une chaufferie qui est, on le verra sur les images après, qui est une chaufferie normale, sauf qu'il n'y a pas de chaudière, puisque la chaudière, elle est à l'extérieur, ce sont les panneaux solaires. J'ai également, en prévision des jours, des semaines plutôt sans soleil, un appoint, qui en l'occurrence, vu la performance de la maison, vu le peu de besoin de chaleur complémentaire par rapport au solaire que j'anticipais, j'ai finalement réhabilité la chaleur électrique, ce qui n'est pas du tout une bonne solution en règle générale, puisque ça coûte quand même très cher. Mais en l'occurrence, quand vous avez réduit
considérablement par l'isolation, par le triple vitrage, par la ventilation double flux, votre besoin de chauffage, bah finalement, est-ce que ça aurait été intelligent de remettre une chaudière à granulés à côté? Certainement pas dans mon cas précis. C'est possible hein, de le mettre en complément. Oui. C'est possible de mettre un poêle à bois, ça fait pas de l'eau chaude, mais c'est aussi possible. Enfin bon, on peut avoir différentes sources de compléments. En l'occurrence ici, c'est une résistance de 4 kW, et vous voyez que ça a l'avantage de tenir extrêmement peu de place dans la chaufferie. Oui, pour rappel, ici, on est à 23 kWh par mètre carré par an de besoin de chauffage. Donc voilà, le passif c'est 15, on n'en est pas très loin, on est vraiment sur des super performances. Donc c'est vrai que le plus simple et le mieux, entre guillemets, sur voilà, si on doit compléter par de l'électrique, en sachant que là, on a déjà une bonne partie en solaire thermique, bah, il reste vraiment pas grand chose, quoi. Voilà. Et si vous voulez n'installer qu'un chauffe-eau solaire, pas faire de chauffage mais juste avoir que de l'eau chaude, tous les ballons de chauffe-eau solaire sont prévus pour avoir une résistance électrique complémentaire à l'intérieur du ballon. Donc ça c'est la solution la plus classique. Voilà, donc la chaufferie que vous voyez là, c'est une chaufferie tout à fait classique avec ses circulateurs, sa régulation, ses vannes et puis les ballons de stockage, les vases d'expansion, puisqu'il faut par circuit un vase d'expansion qui représente à peu près 10% du volume du circuit qu'il est censé protéger contre la dilatation, puisque les fluides qui chauffent vont prendre de la place, vont dilater. Voilà, simplement, cette chaufferie, il n'y a pas de chaudière, puisque la chaudière, effectivement, elle est sur la terrasse et au sol dans le jardin. Maintenant, on va parler du fonctionnement. Alors, ce fonctionnement, il est piloté par l'ordinateur de bord, on va dire, hein, qui gère tous les automatismes, qui gère toutes les vannes, de manière à diriger la chaleur au bon endroit. Cette informatique, elle est renseignée par de nombreuses sondes de température à tous les niveaux du circuit. Donc il y en a notamment au niveau des panneaux, ce qui nous permet après de suivre le fonctionnement du système en fonction du jour, de la nuit, de la température extérieure, de l'ensoleillement. Et voilà, donc on peut comprendre sur ces différentes courbes que je vais vous expliquer dans le détail comment fonctionne un système de solaire thermique. Vous avez tout en bas la courbe bleue qui est la température extérieure. Vous voyez qu'en cette fin novembre, ça oscillait entre -1 la nuit et 12 degrés maximum le jour. Et la courbe rouge, c'est la température de sortie des capteurs solaires. Et vous voyez qu'un jour ensoleillé, et ça monte jusqu'à 70 degrés. Par contre, vous voyez qu'en milieu de semaine, le mardi 22, ça a péniblement atteint 30 degrés maximum, donc ce jour-là, il y avait très peu de soleil. Et les 2 jours suivants, il n'y en avait pas tant que ça, puisque ça n'a pas dépassé les 50 degrés. Voilà, donc c'est un moyen de suivre très très précisément l'ensoleillement. Et vous voyez que c'est extrêmement rapide la montée en température d'un capteur solaire. C'est très réactif comme système. Et ça se voit également sur la courbe de température intérieure. Alors j'avais réglé la consigne de température intérieure à 21 degrés, ce qui peut paraître élevé, mais là, bon, il y avait de la réserve dans le ballon tampon. On n'était encore que fin novembre, donc j'ai pas descendu la température de consigne à 19 degrés comme je le fais en plein cœur de l'hiver. Eh bien, avec cette consigne intérieure, elle a été respectée. C'est jamais descendu, même la nuit, en dessous de 21 degrés. Et par contre, le jour, on voit très nettement le pic d'ensoleillement qui fait qu'au milieu de journée, ça monte très facilement à 24 degrés, 24, 26 degrés. Et puis, les jours où il y a peu de soleil, on est quand même à 22 degrés. Donc, ça montre aussi une chose, c'est l'influence des apports solaires passifs. Les apports solaires passifs, c'est tous ceux qui rentrent par les 12 mètres carrés de baies vitrées au sud et qui vont être, eux, extrêmement rapides pour faire monter la température. C'est à peu près 1 degré par heure avec les apports passifs. Et puis au bout de 2-3 heures,
on a le chauffage par la dalle qui prend le relais, puisqu'il y a une inertie thermique de cette dalle qui fait 5 cm et demi d'épaisseur. On a une inertie d'à peu près 2-3 heures. Et donc cette restitution par la dalle, elle se fait en fonction des besoins, puisque si je suis déjà à 26 degrés, le système informatique ne va pas envoyer de la chaleur dans la dalle. Mais par contre, en fin de journée, en fin de nuit, on va continuer à envoyer de la chaleur depuis le ballon tampon pour garder cette température de 21 degrés de la consigne. Oui. Et puis ce qu'il faut considérer aussi, c'est que grâce à l'inertie du sol, quand la journée, le soleil tape sur la baie vitrée, donc chauffe l'intérieur de manière passive, il va aussi chauffer la dalle. Là, on a du carrelage avec une chape ciment. Et ça, ensuite, même quand le soleil sera de l'autre côté ou qu'il va se coucher, on va avoir encore quelques heures de chauffage grâce à l'inertie du sol. Tout à fait. Et c'est qu'après que en fait, le relais se passe avec l'eau chaude qui, pendant ce temps, aura été stockée dans le ballon. Tout à fait. Je vous renvoie un petit peu à la précédente vidéo sur la chaleur solaire, mais j'ai en fait 16 tonnes de masse pour stocker la chaleur. J'ai 6 tonnes d'enduit terre au mur, puisque ce sont des murs en paille enduits à la terre, donc 6 tonnes d'enduit épais, qui vont stocker la chaleur, effectivement, comme tu l'as expliqué, du jour pour la restituer en fin de journée et la nuit. J'ai 9 tonnes de chape anhydrite du plancher chauffant, qui est une chape au plâtre, qui n'est pas une chape au ciment. Ah oui, ok. Et 1 tonne de carrelage. Donc au total, ça me fait bien 16 tonnes de masse. Quand on compare à un poêle de masse qui fait 3-4 tonnes au grand maximum, on se rend compte de l'importance, effectivement, d'avoir une bonne masse d'inertie pour justement éviter d'avoir trop d'à-coups de chaleur et puis avoir cette restitution très confortable qu'on a dans la période froide. Je reviens aux courbes de température. Suivez la courbe blanche, qui est la courbe du ballon tampon. Les 2 premiers jours, vous constatez que cette courbe, elle fait juste un escalier en fin de nuit, début de matinée du dimanche 20. Vous avez une chute, et là, c'est par quoi? Cette chute brutale, cet escalier, c'est parce qu'il y a eu un soutirage de chaleur dans le ballon tampon, pour maintenir la consigne de la pièce à 21 degrés. Et puis, très rapidement, le jour est arrivé, le soleil est rentré par les baies vitrées, tout ça, il n'y a plus besoin du tout de reprendre de la chaleur dans le ballon tampon. Ce sont les apports solaires directs, passifs, qui ont joué. Donc, petit à petit, le ballon il perd tranquillement un petit peu de chaleur dans la journée, ça baisse tout doucement. La journée du lundi 21, hop, une grosse recharge, on monte le ballon tampon à 60 degrés, qui perd tranquillement, tout doucement, à 58,5, on va dire, en fin de nuit. Et puis on entame cette journée du mardi 22 qui n'est pas du tout ensoleillée. Et c'est là qu'on voit cette dégringolade en petits escaliers, plus ou moins grands, parce que c'est du soutirage de chaleur dans le ballon tampon pour maintenir cette consigne de 21 degrés dans la pièce. Et vous voyez que ça s'est prolongé, ce soutirage, allègrement, le mercredi 23, le jeudi 24, et puis le vendredi 25, il y a de nouveau une belle recharge, puisque le chauffage a été assuré directement par les apports solaires passifs, par les panneaux solaires en direct, et il n'y a plus besoin du ballon tampon. Et on peut préciser que même là où le ballon tampon a descendu en température aux alentours de 40, même quand il est à 40, on a quand même largement de quoi chauffer, puisque là, tu es en plancher chauffant à très basse température. Bien sûr. Donc même quand on est à... Ça va jusqu'à quel... Jusqu'à 25-26 degrés. Voilà. Tant qu'on est à 25-26 degrés dans le ballon tampon, on peut encore chauffer au solaire. Ouais. Donc là, ça nous montre qu'en novembre, avec ces températures entre -1 et 12, on a encore du mou, de quoi utiliser le ballon tampon. Oui, tout à fait. On parlera après du dimensionnement, comment il faut dimensionner tout ça pour avoir suffisamment de réserve. Voilà, donc vous avez compris le fonctionnement tel qu'il est révélé par ces courbes de température. Bon, là, vous avez compris aussi que la courbe jaune et la courbe bleue, bleu clair, ce sont les températures de l'eau chaude sanitaire, ECS. Et on constate aussi qu'il y a une stratification de la chaleur. L'eau chaude est plus légère, donc elle va monter, se stocker en haut des ballons. Et donc les injections d'eau froide du réseau se font en bas du ballon
sanitaire, et le piquage de l'eau chaude sanitaire se fait en haut. Et pareil pour le chauffage du plancher. Pareil pour le chauffage du plancher. Ouais. Donc c'est intéressant ces courbes parce que ça nous montre à la fois sur des jours ensoleillés et des jours pas ensoleillés. Ça nous montre la différence. Donc ça nous montre qu'avec des jours pas ensoleillés, on va puiser dans le ballon. Et cette tendance de courbe peut nous donner à peu près un ordre de grandeur du nombre de jours d'autonomie qu'on peut avoir. Voilà, alors j'ai fait un zoom sur une autre période, là, sur une semaine d'octobre, où là, on n'avait pas eu 2 jours de gris, mais 7 jours de gris. Et vous voyez, vous avez compris que ça se révèle à la faible température des capteurs, qui sont montés, oui, entre des fois même pas 20 degrés, et des fois 40 degrés. Oui, parce que même quand il fait gris, la lumière, le soleil indirect, malgré le fait qu'il y ait des nuages, ça chauffe quand même un peu. Oui, alors ça dépend de l'épaisseur des nuages. Ouais. Et c'est très net sur ces courbes rouges, c'est qu'il y a des jours où quand il y a beaucoup de nuages, il passe très peu d'énergie solaire et ça monte à 20 degrés, et à 20 degrés on ne fait plus rien. Ça ne fonctionne pas. Par contre, à 40 degrés, oui, c'est intéressant. Et à 40 degrés, c'est intéressant, pourquoi? Parce que on est ici en système solaire direct. C'est-à-dire que la chaleur, elle peut passer directement du panneau solaire au plancher chauffant sans passer par le ballon. C'est intéressant quand vous avez effectivement un ciel gris mais qui fait quand même monter les panneaux à 40 degrés parce que le système va voir « Ah tiens, il fait 40 degrés dans le panneau, mon plancher chauffant est à 20, donc je peux envoyer du 40 degrés dans du 20. » Par contre, si je n'avais pas un système de plancher solaire direct, mais qu'il fallait passer par le ballon, et que mon ballon était à 50 degrés par exemple, je pourrais toujours me chauffer en prenant cette eau chaude à 50 degrés dans mon plancher chauffant, mais j'épuiserai petit à petit ma réserve, alors que j'ai du 40 degrés dans mon panneau, mais si j'ai mon ballon à 50, le circulateur ne va pas se déclencher. Oui, en fait, tu vas chauffer avec les 50 degrés du ballon. Par contre, si on n'était pas en direct, voilà, tu chaufferais avec le ballon, les 50 degrés. Par contre, le ballon ne récupérerait pas les 40 degrés des panneaux parce qu'il considère que ça va le refroidir. Bien sûr. Donc, on perdrait ces heures, ces quarts d'heure ou ces demi-heures même d'apport solaire qui sont peu importants, mais au final, sur un hiver, ça fait que le rendement et la performance d'un plancher solaire direct est plus important que si on était obligé de passer obligatoirement par un ballon avec un échangeur. Oui, là en étant en direct, en fait, même un jour nuageux, on a quand même une température suffisante pour chauffer ici. Après, comme tu disais, ça dépend de l'épaisseur des nuages. Mais là, ces jours-là, c'était bon. Et du coup, ça économise l'eau chaude qui est dans le ballon pour la nuit ou pour le jour où il y a encore plus de nuages. Voilà, tout à fait. Et donc, sur ce zoom, revenons à nos courbes, on voit très bien, en suivant la courbe blanche, qui est la courbe du ballon tampon, que pendant 3 jours et demi, c'est l'inertie de la maison, en fait, qui a permis de garder la maison au chaud. Parce qu'il n'y a pas eu de soutirage du tout dans le ballon tampon. Et puis au bout de 3 jours et demi, là, il y en avait les réserves de chaleur dans le sol, les murs ont été épuisées. Donc ça a commencé à soutirer dans la réserve, le ballon tampon. Et vous voyez cette petite descente en escalier régulièrement pendant 3 jours et demi. Quand tu dis que les premiers 3 jours et demi, il n'y a pas eu de soutirage, la pente, la descente qu'on voit sur la courbe blanche, ça s'explique par les pertes... Dans la chaufferie, en fait. Oui. Le ballon a une certaine isolation, mais il n'a pas 37 cm de paille comme les murs de la maison. C'est les pertes courantes, quoi. C'est les pertes courantes, voilà. Okay. Donc, il va perdre de la chaleur dans la chaufferie. Oui, et dès qu'on voit les escaliers, c'est qu'il y a des soutirages. C'est ça. Ponctuellement, quoi. Absolument. Voilà, donc vous avez compris comment finalement fonctionne le système et comment il se pilote de façon automatique. Moi, je fais juste les réglages de consignes, point barre, donc c'est dire que j'interviens quasiment jamais sur le système. On nous posait la question, en cas de surchauffe, pourquoi on ne mettrait pas un volet, une couverture pour éviter que l'eau soit trop chaude ? Et un internaute disait aussi pourquoi on n'a pas opté pour un système auto-vidangeable, parce que ça existe aussi avec des panneaux solaires. Tout à fait. Alors c'est effectivement la question de la surchauffe, c'est un vrai enjeu, parce que quand en été
il n'y a plus besoin de chauffage. Il y a un excédent de chaleur, c'est clair. Alors si vous avez une piscine pour décharger, c'est parfait, ça vous chauffe la piscine. Mais si vous n'avez pas de piscine, il faut éviter que le panneau solaire ne monte à 100, 120, 130, même s'il est sous pression à 3 bars, ça va pas l'arranger. Ça va surtout cuire le glycol et ça va l'abîmer. Ça va rendre le fluide beaucoup plus visqueux. Donc il faut vraiment éviter ces surchauffes, c'est un vrai enjeu technique. Comment on fait? Eh bien, effectivement, l'idée, c'est de couvrir le panneau, mais ça, on le fait en fait que quand on fait une maintenance. Quand il y a un joint à changer, par exemple, il faut prendre la précaution, si on a un jour où il peut y avoir du soleil, pour protéger le chauffagiste contre la brûlure, il faut bâcher simplement, mettre une bâche sur les panneaux, mais c'est pas une solution courante pour gérer les surchauffes. Vous n'allez pas l'été, le jour où vous avez besoin d'eau chaude, bah, vous enlevez votre bâche et vous la remettez les jours où il y a trop de soleil. Oui. Parce que c'est une prise au vent, c'est compliqué, et puis comment vous faites éventuellement si vous avez vos panneaux sur le toit. Ouais. Pareil avec des volets, bon, c'est une situation qui est une installation qui peut être lourde, etc. Et puis il faut être là quoi, pour gérer tout ça. Oui, ça demanderait en fait, de s'en occuper au quotidien, et ce qui est dans la réalité un petit peu compliqué, alors qu'il existe des systèmes automatiques. C'est ça. Alors en fait, il y a plusieurs systèmes pour éviter les surchauffes. La marque Viessmann, par exemple, a mis au point un système de verre qui s'opacifie avec l'élévation de température. Donc quand le panneau commence à chauffer de façon trop importante, bah, le verre s'opacifie. Donc il coupe effectivement l'absorption du soleil. C'est ce que tu as toi? Non. Non, c'est autre chose. Ouais. Moi j'ai autre chose. Moi j'ai une installation de marque Solisart, et Solisart a déposé un brevet sur un système qui est astucieux, qui consiste à décharger de la chaleur en fin de nuit à travers les panneaux. C'est-à-dire que le système calcule la quantité de chaleur à évacuer dans le ballon sanitaire pour que le lendemain, eh ben, il puisse se recharger en température sans dommage. C'est-à-dire que, et ça se voit bien sur les courbes de température, en fin de nuit, bah, les panneaux se réchauffent parce que le circulateur tourne à l'envers, et puis le ballon, bah, il va passer peut-être de 80 degrés à 60. Et à 60, on est tranquille. On sait qu'on a de quoi recharger en chaleur. Une journée d'été, il va l'encaisser, et le soir, il sera à 80, 85, 90, mais il n'aura pas surchauffé. Voilà, donc c'est un système totalement automatisé, et effectivement, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et au contrôle de l'état du glycol, par le chauffagiste, on s'aperçoit qu'effectivement, depuis 6-7 ans maintenant, que ça fonctionne, le glycol ne s'est pas dégradé, donc il n'y a pas eu de surchauffe. Et sur la question du coup de l'auto-vidangeable, donc là, c'est pas un système auto-vidangeable. Non, c'est pas un système auto-vidangeable, c'est un système sous pression. Je ne sais pas, je suis pas assez technicien pour ça, s'il existe des systèmes mixtes chauffage et eau chaude auto-vidangeables. C'est quoi le système auto-vidangeable? C'est un système qui est très astucieux aussi, qui consiste à avoir des panneaux qui sont alimentés juste par de l'eau, donc sans antigel, mais pour éviter que ça gèle l'hiver. Dès que le capteur n'est plus chaud, pareil, il y a une sonde de température, eh bien, le circulateur s'arrête et l'eau dégouline jusqu'au ballon solaire, au ballon d'eau chaude, qui récupère l'eau donc, pour éviter que dans les panneaux il y ait de l'eau qui puisse geler. Ouais. Ça nécessite quand même une pause très soigneuse, parce que ça veut dire qu'il faut que toute l'eau reparte. Il ne faut pas qu'il en reste. Donc ça veut dire quand même que le plombier gère très très bien les pentes, de manière à ce que effectivement ça glougloute et ça dégouline jusqu'en bas. On l'entend très bien redescendre. Et quand le panneau chauffe le matin, eh bien le capteur, le système va détecter que le panneau chauffe, et à ce moment-là, si par exemple le panneau il est monté à 50 degrés et que le ballon est à 40, hop, le circulateur se met en route, il remet l'eau, il remplit, voilà, il remplit, et ça remplit le capteur, et qui fait son office de capteur, et le soir, quand ça tombe, la température, et ben l'eau redescend. Voilà, donc ça évite le gel, puis ça évite aussi la surchauffe,
Parce qu'en plein été, eh ben, plutôt que d'envoyer de l'eau dans un capteur qui est très chaud, eh ben, ça n'envoie pas d'eau tout simplement, ça garde le ballon en bas à 80 degrés, 90 degrés, et puis ça n'envoie plus d'eau, donc il n'y a plus de il n'y a plus que de l'air dans les tubes en fait, des panneaux. Donc ça je sais que ça fonctionne bien pour les chauffe-eau solaires, mais je ne sais pas si ça serait capable, je ne connais pas d'installation en auto-vidangeable avec le chauffage. Parce que c'est quand même plus complexe à gérer et je ne suis pas certain que ça puisse se faire avec le nombre de panneaux qu'il faut. Et enfin voilà. Donc, et du coup, pour ton installation, l'hiver, comme tu n'as pas le système auto-vidangeable, ce qui fait qu'on ne craint pas le gel, c'est l'ajout de glycol dans le mélange. C'est pas de l'eau pure, c'est de l'eau glycolée. Le glycol est un antigel classique. C'est un peu comme dans les nettoyeurs de pare-brise, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, comment dimensionner chez moi, en fonction de mes besoins, mon système? Combien de mètres carrés de capteur et quel volume de stockage? Et là, j'avoue que quand j'ai fait mes plans en 2017, il n'y avait pas vraiment de référence accessible au grand public, on va dire. Moi, je ne suis pas ingénieur thermicien. Mais puis tu as fait beaucoup de choses toi-même dans la conception. Oui, j'ai fait toute la maîtrise d'œuvre. J'ai entièrement conçu, dessiné la maison sur informatique et effectivement j'ai dimensionné moi-même ce système en discussion aussi avec Olivier Gaudin qui est l'ingénieur patron de Solisart qui m'a aussi conseillé sur mon hypothèse de départ pour plutôt réduire en fait le dimensionnement. Alors comment est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher une base de données de maisons chauffées au solaire en Allemagne qui s'appelle le Sonnenhaus Institute et j'ai pris un échantillon, il y a 1500 références dans cette base de données, j'ai pris un échantillon de 41 maisons individuelles qui se rapprochait le plus de mon projet, qui fait 86 mètres carrés, je le rappelle. Donc j'ai trouvé un échantillon de 41 maisons, entre 110 à 280 mètres carrés. Les Allemands ne font pas tellement plus petit, dans cette base au moins en tout cas. Et cette base est très intéressante, parce qu'elle donne beaucoup de critères, non seulement la surface de la maison, mais également les besoins de chauffage de la maison en kilowattheure par mètre carré par an. Les surfaces de capteurs, ce qui m'intéressait, le degré d'autonomie atteint et également les volumes de stockage des ballons. Donc j'ai raisonné en nuage de points, j'ai fait deux graphes en mettant le degré d'autonomie de 0 à 100% en ordonnée et en abscisse les surfaces de capteurs. On s'aperçoit finalement, en traçant grosso modo une courbe qui permette de relier de la meilleure façon possible tous ces points, qui représentent chacune donc une installation solaire allemande, on se rend compte que l'autonomie solaire, elle est directement linéaire, elle croît linéairement avec la surface de capteur. Plus vous avez de capteurs, plus vous allez être autonome, mais jusqu'à une certaine limite. Parce qu'arriver à 56 mètres carrés de capteurs, ce qui est quand même très important, ça veut dire presque toute une toiture recouverte, et bien après, c'est de l'installation gaspillée, puisqu'on gagne pratiquement, on est pratiquement à au-dessus de 90% ou 90% d'autonomie, donc on ne gagne plus rien à surajouter des panneaux solaires. Mais déjà 56 mètres carrés, c'est, je pense, plutôt du petit collectif ou une grosse maison qu'une maison individuelle. En tout cas, moi je partais sur un objectif d'autonomie, donc 100%, et puis pas trop de dépenses quand même, en installant a priori 27 mètres carrés au départ. Et dans ce graphique, comment tu considères le volume de stockage dans le ballon tampon? Alors, justement, c'est le deuxième graphique.
Ok. Le deuxième graphique que voici. Donc même échantillonnage, même nuage de points, avec cette fois-ci la répartition des installations selon leur volume de stockage. Et donc vous avez des volumes qui s'échelonnent entre 1, 2, 3 mètres cubes. Ça c'est un premier groupe. Vous avez un deuxième groupe qui est plutôt à 7 à 10 mètres cubes de stockage. Et puis vous avez ceux qui ont visiblement parié sur le stockage intersaisonnier, c'est-à-dire qu'on va stocker beaucoup de chaleur dans 20, 25, 30 mètres cubes de stockage. 30 mètres cubes de stockage, ça veut dire que vous avez une cuve qui fait 2 étages. C'est une piscine, quoi. Donc, c'est plutôt des cuves qui sont mises en place au moment de la construction par une grue, et on construit l'immeuble autour. Ouais, ok. Hein, ou la grosse maison. Et il faut une toiture fusible au-dessus, c'est-à-dire que le jour où la cuve est morte, il faut pouvoir la sortir avec une grue par le toit. Donc c'est quand même déjà des grosses installations. Et je partais pas du tout pour ce film-là. Ouais. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que là, cette fois-ci, c'est plus directement linéaire, c'est plutôt une courbe exponentielle qui fait que, en fait, plus on augmente le volume de stockage, plus on a d'autonomie, certes, mais chaque fois, le gain est de moins en moins grand, en fait. Le gain marginal, à la fin, il est très faible. Donc, on a plutôt intérêt à optimiser sur des plus petits volumes de stockage. Moi, j'étais parti sur une hypothèse de départ en faisant cette approximation graphique à partir de ces deux courbes. Je me suis dit, mon projet, c'est 86 mètres carrés, 23 kWh par mètre carré par an. Je me rapproche de la maison qui est la plus proche de cet échantillon et je vois à quelle surface de capteurs et à quel volume de stockage ils en sont. Et je m'étais dit, bon, pour moi, ça devrait faire à peu près avec 4 mètres cubes de stockage et 27 mètres carrés de capteurs. Ok. Et je lui ai proposé cette hypothèse à Olivier Godin, donc de Solissart, qui m'a dit, écoute, avec le plancher solaire direct, je suis suffisamment confiant dans mon système pour te dire que pour moi, 20 mètres carrés de capteurs suffirait. Ça fait déjà une bonne puissance de captation. Et puis, 2 mètres cubes de stockage suffirait. Et puis, pourquoi je m'étais arrêté à 4 mètres cubes de stockage? Parce que je ne voulais pas, justement, avoir un ballon qui m'oblige à occuper 2 étages, faire une trémie dans la dalle, etc. Oui. Donc, je voulais que ça rentre dans un sous-sol. Et donc, j'avais pris des dimensions sur Internet. Et puis, donc, j'avais vu que jusqu'à 4 mètres cubes, on peut avoir un ballon de stockage qui tienne sur un seul niveau. Donc voilà, j'étais parti là-dessus et finalement j'ai fait confiance à Olivier et finalement avec raison, puisque quand on regarde la performance réelle de la maison, on est aux alentours de 95% d'autonomie, avec juste 2 mètres cubes de stockage et 20 mètres carrés de capteurs. Et on voit que cette maison, par rapport à toutes ces maisons allemandes, elle est dans le top de l'isolation. Ah, elle sort vraiment du lot. Parce qu'elle sort vraiment du lot, effectivement. Ouais. Donc, je pense que effectivement, la construction paille, c'est mieux que le béton cellulaire, qui est une invention allemande. Et puis, le triple vitrage, le double flux, enfin, tout cet ensemble qui fait que j'ai fait de la sobriété dans le besoin, fait qu'au final, eh ben, mon installation solaire, elle est bien dimensionnée pour avoir une performance à quasi l'autonomie en chaleur avec le soleil. Oui, ça nous montre que c'est très optimal. Voilà, donc ça donne un peu un ratio pour vous donner une ordre de grandeur. J'ai 20 mètres carrés de capteurs pour... Alors maintenant, j'ai 97 mètres carrés parce que j'ai rajouté une chambre au rez-de-chaussée. Donc ça fait pratiquement 100 mètres carrés. Donc 20 mètres carrés de capteurs pour pratiquement 100 mètres carrés chauffés, ça fait à peu près 1/5. Oui, parce que de fait, c'était dimensionné que pour le haut, voilà. Et avec la chambre en bas, ça fonctionne. Voilà, et j'ai rajouté une chambre en bas pour un enfant, et donc ça, effectivement, ça fonctionne encore. Ça m'a un peu dégradé le rendement parce qu'elle est moins bien isolée que le reste, mais ça vous donne un ordre de grandeur du ratio entre la surface de capteur à mettre et la surface habitable. Oui, en ayant en tête une bonne performance, là on n'est pas loin du passif. Absolument. Et par contre, il me semble me rappeler que t'es pas tout à fait 100% autonome. Bah oui. Tu l'estimes à combien? Là, tu l'as mis quand même pas loin du 100%. Oui.
t'estimes quand même qu'on est à d'ordre de 95% d'autonomie? C'est ça. Et ce qui reste, justement, il faut le couvrir avec la résistance de 4 kW. Ça bascule sur l'électrique. Ça bascule sur l'électrique. Ouais. Et comment estimer cette consommation? J'ai fait installer par l'électricien un sous-compteur dans le tableau électrique qui me mesure 5 circuits différents, à savoir le circuit de la résistance pour la chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire, le circuit des circulateurs, la VMC, le four et le lave-linge. Et on voit par exemple à gauche en bas la consommation, la puissance instantanée consommée, et elle est de 13 watts sur uniquement le circuit de la VMC qui tourne tout le temps. Aucun autre circuit ne fonctionne. Alors que la veille au soir, en soirée, donc on avait le chauffage qui était en route, puisque on a une puissance dépensée de 4154 watts, donc 4 kW, ils sont bien là. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, par rapport à une consommation de VMC de 12 watts ou des circulateurs qui sont notés à 28 watts pour faire tourner le chauffage, c'est des consommations finalement mécaniques qui sont dérisoires par rapport à la production de chaleur. La production de chaleur, c'est 346 fois plus importante que la puissance nécessaire pour faire tourner la VMC. Et encore, on est dans une maison de super performance. C'est ça. Donc c'est là qu'on voit que la dépense énergétique la plus importante dans une maison, maintenant, c'est la chaleur. Oui, clairement. Chauffage et eau chaude sanitaire. Chauffage et eau chaude. Dès qu'il faut produire de la chaleur, eh bien, ça demande beaucoup d'énergie, quelle qu'elle soit. Et ça se voit particulièrement aussi sur la machine à laver. La machine à laver, avec l'éco-compteur, on voit que quand il s'agit juste de faire tourner le programmateur, c'est 20 watts. Quand le moteur, le tambour se met à tourner, c'est 200 watts. Et quand la résistance pour faire l'eau chaude de la machine à laver se met en route, c'est 2000 watts. Oui, voilà, le chauffage, voilà. C'est là où ça change. C'est toujours la chaleur, la plus grosse dépense énergétique. Et donc, quand tu évoquais, là dans la première vidéo, tu évoquais une dépense de 40 € par an. Donc, c'était une moyenne sur 3 ans. Hein. Oui. Ça correspond à ces 5 usages que là, tu mets en évidence. Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. Non, c'est ta facture globale. Ah non, c'est pas globalisé. C'est juste la facture, le coût de l'électricité pour la résistance de 4 kW, juste pour la chaleur. Ah oui, donc c'est juste chauffage et eau chaude sanitaire. Voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir comparer après éventuellement, se dire, pour ma chaleur, voilà, c'est toute ma facture d'achat de l'année. Oui, oui. On ne parle pas de l'investissement, on en parlera après. Mais en fonctionnement, en moyenne, alors évidemment, ça dépend de 2 choses. Ça dépend de l'année. Et là, vous voyez, par exemple, sur cet enregistrement de 2024, à l'éco-compteur, vous voyez le graphe du haut, c'est le mois de décembre 2024, et c'est la consommation du circuit de la résistance électrique. Elle a fonctionné le 7, le 8 très peu, et puis à partir du 9 décembre 2024, on a eu quelques jours de gris, hein, puisque ça a beaucoup fonctionné le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, et puis après de nouveau du soleil, et un petit coup le jour de Noël est terminé. Et sur les statistiques annuelles, j'ai une consommation électrique pour la chaleur, hein, c'est vraiment juste cette résistance qui est mesurée, qui est essentiellement sur les mois de janvier, très peu en février, et puis décembre. En fait, j'ai 9 mois d'autonomie, selon les années, 8 ou 9 mois d'autonomie complète. Okay. Où il y a zéro besoin de la résistance. Oui, donc en fait, quand on parlait de 40 € par an, en gros, il n'y a que 2 mois qui sont concernés. Je dirais 4 mois selon les années. Ouais. Et parce que ça dépend des années et ça dépend du prix aussi de l'électricité à la sortie.
Et là, du coup, quelqu'un me demandait, vu que les prix ont augmenté justement ces dernières années. Oui, mais alors c'est bien une moyenne, c'est pas 40 € tous les ans, c'est pas du tout régulier. Ça peut doubler tranquillement, ça peut être en dessous de 20 €, ça peut être à 80 €. Oui, ça dépend beaucoup des données climatiques de l'année et du montant du kilowattheure électrique. Voilà, c'est ça. Et effectivement, il y a une grosse augmentation d'électricité qui fait que, oui, ça va peser de plus en plus lourd. Et c'est là que je me dis, heureusement que j'ai pas une pompe à chaleur ou du chauffage électrique et que j'ai très peu d'électricité finalement pour la chaleur. Par contre, ça n'est pas ma facture globale de la maison. Oui, il reste quoi? Il reste l'éclairage, il reste la machine à laver, le four. Oui, là on est un peu comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Parce que j'ai pas d'installation photovoltaïque, j'ai privilégié la plus grosse dépense énergétique qui est la chaleur. Oui. Et l'eau chaude sanitaire. Parce que dans les maisons passives, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a réduit considérablement le besoin de chauffage, ce qui devient dans les principales dépenses, c'est l'eau chaude sanitaire. C'est ça. Donc là, ça allie les deux à la fois, quoi. C'est ça. Parlons de l'investissement. Oui, très bien. Alors juste avant, il y avait une petite question. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais quelqu'un demandait si, comme tu as des panneaux qui sont positionnés un peu plus loin sur le terrain, est-ce qu'il y a une distance maximum à respecter ou une distance pertinente? Exact. Alors, effectivement, on va aller le voir, mais c'est sûr que des panneaux loin, il faut ramener la chaleur à la chaufferie, qui après va le distribuer dans le plancher chauffant. Donc, forcément, vous avez des pertes de chaleur tout le long des tuyaux. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des tuyaux isolés. Mais vous avez quand même forcément des pertes. Donc, plus vous êtes près de votre chaufferie, mieux c'est clair. Maintenant, vous êtes sur le toit à 8 mètres de haut et vous descendez à la chaufferie au sous-sol, vous avez 8 ou 10 mètres de trajet à faire au minimum. C'est à peu près ce qui se passe avec mes panneaux qui sont sur la terrasse. Ceux-là, ils sont peut-être à 6 mètres de la chaufferie et ceux à l'extérieur, ils doivent être à une dizaine de mètres maximum. Oui. Donc, mais j'irai pas dire qu'à 15 mètres c'est terminé, parce que vous avez des réseaux de chaleur. En ville, quand c'est suffisamment dense, vous avez des réseaux de chaleur et vous avez même des villes qui ont mis des champs de panneaux solaires thermiques pour faire de la chaleur au sol pour alimenter des réseaux de chaleur. Donc après... Donc il y a forcément des grandes distances. Il y a des grandes distances, mais c'est très cher parce qu'ils mettent des sacrés isolants autour des tuyaux. Oui. C'est pas du petit isolant. Mais là en fait, il y a un bon compromis. 4 cm. Voilà, c'est ça. Là, toi, tu as combien d'isolation autour de les épaisseurs d'isolant des tuyaux, ça doit être du 25 mm à peu près, 30 mm, voilà, tout autour. Ouais, okay. Et après, je les fais circuler dans des grosses gaines PVC qui font un environnement qui ne s'est pas directement sur le sol. Oui, oui, ok. Mais ça pourrait être amélioré, ça c'est sûr. D'accord. Après, c'est pas du chauffage, c'est pas de la chaleur qui est produite par du gaz ou du pétrole. Ouais. Donc, en perdre un petit peu, c'est pas dramatique. Ouais. C'est de la chaleur solaire. C'est ça. Gratuite, zéro CO2. Ça serait beaucoup plus embêtant de faire un réseau de chaleur avec du fioul, par exemple. Oui. Et alors, une autre question qui a été posée, même je crois plusieurs fois, certains évoquaient le fait que dans ces panneaux, alors je pense qu'il y a un amalgame, mais certains disaient des polluants et des métaux rares dans la composition même des panneaux. Comment tu réponds? Oui, il y a une confusion à plusieurs niveaux. C'est une confusion déjà entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Donc, il n'y a aucune électronique dans le panneau. C'est juste un cadre métallique en aluminium, une vitre. C'est de la pure physique en fait. Une tôle, c'est une tôle en acier, un serpentin en cuivre derrière, et un isolant qui est probablement de la laine de roche. Et puis, point barre. Donc, où sont les polluants, où sont les métaux rares? Il n'y en a pas. Il y a une confusion, je pense, avec le photovoltaïque, parce que là aussi, c'est une erreur de penser qu'il y a des métaux rares dans les panneaux photovoltaïques. Il n'y en a pas, il y en a dans nos écrans de smartphone, mais il n'y en a pas dans les panneaux photovoltaïques, puisque c'est essentiellement du silicium, avec des couches sensibles, mais qui n'ont pas de terre rare. Oui, oui. Donc, c'est deux erreurs cumulées, quoi, mais c'est une confusion qui est assez fréquente. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ok.
Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'aspect fonctionnement, questions techniques. On a essayé de vers l'essentiel. Et maintenant sur la partie investissement. Est-ce que tu pourrais nous dire combien ça a coûté? Je crois qu'on ne l'a pas dit dans la première vidéo. Tout à fait. Et puis, oui, quel est le retour sur investissement? Comment on peut appréhender cet aspect-là? Alors, effectivement, je crois que je vais revenir aux sources. Je vais revenir à ma motivation de départ. Pourquoi est-ce que je me suis orienté vers le solaire thermique? Bon, déjà, j'avais une expérience dans ma précédente maison qui m'a montré son efficacité technique, mais c'est pas qu'une envie de faire une maison qui fume pas, zéro CO2, zéro particules fines, c'est pas que un souci environnemental. C'est aussi un souci économique et social, je dirais, pour moi, puisque j'ai été 25 ans agriculteur. Je vais avoir une retraite agricole de l'ordre, actuellement, c'est du 800 €, en dessous du seuil de pauvreté. Donc j'ai préféré, plutôt que d'attendre le petit poisson qu'on va me donner tous les mois avec la caisse de retraite, acheter un filet, apprendre à pêcher et me débrouiller tout seul. Donc il y avait un vrai défi économique. Je voulais qu'à la retraite, cette maison, elle ne me coûte presque plus rien en chauffage et en eau chaude. Oui. Et ce souci économique, il dérive d'un souci social. C'est comment on fait avec une petite retraite pour diminuer ses charges au maximum. Alors vous avez compris qu'il y a la sobriété de l'enveloppe, et il y a la sobriété de la consommation. Si bien qu'avec cette consommation-là, je suis assez tranquille. C'est ça. Je pourrais voir venir, je ne dépends pas de l'extérieur, je ne dépends pas de la Russie qui va nous couper le gaz, je ne dépends pas du coût de l'électricité dont les marchés sont assez volatiles et on sait que ça ne fera que grimper. Donc je m'assure une certaine autonomie. C'est cette sécurité-là, c'était cette sécurité-là que je cherchais. Oui, toi, en fait, tu as visé sur le long terme. Voilà. C'était pas ta préoccupation, en tout cas de départ, de chercher un retour sur investissement. C'était surtout de chercher ce que tu investis aujourd'hui dans cette maison te permette de vivre dans la retraite paisible. C'est ça. Voilà, tout simplement. Dans la durée, je suis un peu ambitieuse là-dessus. J'espère passer encore de nombreux hivers dans cette maison. Donc, oui, c'était vraiment une stratégie de long terme. C'est pas du tout du court-termisme. Connaissant l'efficacité du solaire thermique, j'ai vraiment tout misé là-dessus et j'ai poussé le curseur le plus loin possible. Donc ça veut dire quand même un investissement conséquent. Au départ, j'ai mis 24 000 €, tout compris, tout posé. TTC. Okay. Donc ça comprend les panneaux, le ballon tampon, le ballon d'eau chaude sanitaire. Tout ce qu'on a, est-ce que tu comptes toute la régulation. Le réseau de plancher chauffant? Le plancher chauffant, non, je ne l'ai pas compté dedans, c'est 3 000 €. Je l'ai dissocié parce que en fait, ça pourrait être un même plancher chauffant pour une chaudière, quoi. Oui. Donc oui, okay. En fait, je veux bien isoler le système solaire thermique. Ouais. Donc c'est 24 000 €, ça fait un gros investissement, mais c'est un investissement finalement qui est comparable à une chaudière granulée, par exemple, puisqu'on a une chaufferie qui est assez comparable. Simplement, on n'a pas la chaudière, on l'a remplacée par des panneaux. On a les mêmes régulations, etc. Donc on se retrouve dans les mêmes niveaux d'investissement, mais après, ça va durer. Parce que les installations solaires thermiques, c'est de la plomberie améliorée. Il y a beaucoup d'intelligence embarquée dans l'électronique, mais il n'y a pas de machine tournante, comme dans une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, vous avez un compresseur qui n'arrête pas de comprimer du gaz, oui, de le détendre, de comprimer, avec le ventilateur pour le refroidir, etc. Et pour avoir été agriculteur avec des chambres froides, je peux vous dire que les groupes frigo, des compresseurs, on en a passé en 25 ans. Donc c'est aussi un souci de durée de l'installation. Et on a des retours d'expérience. Les chauffe-eau solaires, ça fait des décennies que c'est en place. On a des chauffe-eau solaires qui ont 30, 40, 50 ans sans problème, puisqu'il n'y a pas de machine tournante. Il y a très peu de mécanique. Il y a des petits circulateurs qui font 11 watts, qui tournent à la chaufferie, et puis c'est tout. Oui, on avait présenté dans une précédente vidéo des panneaux solaires thermiques qui avaient été posés il y a une trentaine d'années,
qui ont été nettoyés là dernièrement, enlevés et remis. Puis c'est reparti encore pour quelques années, quoi. C'est à l'EHPAD de Montmélian. Cette ville est extrêmement pionnière dans le solaire. Et pour leur EHPAD, ils alimentaient un plancher chauffant de 3000 m² en 1991. C'était le plus grand plancher solaire direct d'Europe à l'époque. Et leurs 400 m² de capteurs solaires, je crois, quelque chose comme ça, posés sur le toit, étaient sales au bout de 30 ans. Et bien, ils les ont déposés, ils ont nettoyé et ils les ont remis. Donc, c'est des installations qui vont durer largement au-delà de 30 ans. Ouais. Alors, bien sûr, moyennant il y a un peu de maintenance, des joints à changer, du glycol à changer de temps en temps. Mais voilà, c'est... Et donc, on a fait le calcul pour se rendre compte un petit peu ce que ça peut donner dans l'hypothèse où on a une durée de vie de 30 ans. Alors, c'est sûr qu'on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, mais ça semble tout à fait probable, et voire même ça peut durer plus longtemps. Mais du coup, c'est 24 000 € sur 30 ans, ça représente 800 € par an. Donc voilà, après vous pouvez le mettre en comparaison avec d'autres choses, hein, mais bon, voilà. On est quand même, ça reste raisonnable, et si on tient compte du fait qu'en plus on fait l'eau chaude avec ce système, et que probablement ça va durer plus longtemps, que l'entretien qu'il y a à faire c'est du petit entretien, donc ça semble pertinent. On le vérifiera dans 30 ans, oui, on se dit 24 000 €, ça fait un gros budget. À la limite, je le place à la banque, et puis ça va me rapporter, plus que l'économie que je vais faire. Oui, mais sauf que votre placement à la banque, il vous produira ni eau chaude ni chauffage. Donc il faut comparer en fait les systèmes de chauffage entre eux. Et si la comparaison va faire, mais je ne la ferai pas aujourd'hui, je ne suis pas chauffagiste, hein, c'est comparer avec l'investissement plus le coût de maintenance sur 30 ans d'une pompe à chaleur, d'un chauffage électrique, on n'en parle même plus, d'une chaudière granulés bois. Oui. Parce que, et encore, une chaudière granulés bois, si elle va vous faire aussi l'eau chaude, mais un poêle à bois, c'est encore le moins cher à l'installation à court terme, mais ça ne vous fait pas l'eau chaude. Donc, oui, et puis il n'y a pas la même autonomie, quoi. Voilà, donc il faut peser tout ça. J'ai pas la réponse absolue, c'est pas adapter le solaire thermique partout, puisque si vous avez un masque devant votre maison et que vous n'avez pas de soleil, c'est même pas la peine d'y songer. Mais c'est la stratégie de long terme que j'ai privilégiée, avec un investissement au départ pour derrière être sécurisé sur le long terme, sur mes coûts de fonctionnement, que ça soit compatible avec ma petite retraite. Ok, bon, très bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait prévu de voir avec vous. Donc j'espère que ça complétera bien les premières vidéos qu'on a fait. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!